Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser le chapitre de physique consacré à la thermodynamique avec un exercice issu du bac 2026. L'objectif de cette correction est de revoir les notions essentielles, les méthodes à maîtriser ainsi que les attendus de fin de terminale. Avant de commencer la correction, je vous conseille de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le traiter par vous-même. Donc exercice 2, la yaourtière. Dans une première partie, nous allons voir la fabrication des yaourts. Donc on vous dit que pour fabriquer 7 yaourts, il faut 700 millilitres de lait, 2 grammes de ferment lactique et ensuite, il y a une phase de chauffage et une phase de refroidissement. Donc le système, ça va être tous les ingrédients plus le pot et on va avoir 2 étapes. Une étape A pour laquelle on va chauffer l'ensemble et l'amener à une température de 43 °C pendant un certain temps qu'on appellera ΔTA. Et ensuite une étape B, où on va maintenir, cette, température, pendant le reste, hein, puisqu'il faut un chauffage de 8 heures. Donc maintenir la température pendant le temps restant à 43 degrés et donc pendant un temps ΔTB. Et on nous donne tout un tas d'informations. Donc par exemple la conversion entre le kilowattheure et le joule. Donc on vous dit qu'un kilowattheure c'est 3600 kilojoules. On vous donne la puissance de la machine, pour la chauffer, 150 watts et la puissance pour maintenir la température, 20 watts. Et ensuite, on vous donne la capacité thermique du système en joules par Kelvin, 4,3 kilojoules par Kelvin, la température de fabrication du yaourt, 43 degrés, ainsi que la température de l'air qui sera de 20 degrés. Dans cette première question, il va falloir montrer que l'énergie thermique Q chauffage transférée au système pendant la première étape est de 9,2 fois 10 puissance 4 joules. Pour cela, on va utiliser deux relations qui traitent de la variation d'énergie interne. Alors d'abord, vous avez le premier principe de la thermodynamique qui vous dit que delta U est égal à W plus Q. W, c'est le travail et Q, transfert thermique. Alors ici, on n'a aucun apport d'énergie sous forme de travail. Donc le travail est nul et donc on aura delta U est égal à Q. Ensuite, on a une deuxième relation avec l'énergie interne qui dit que l'énergie interne est proportionnelle à la variation de température, c'est-à-dire que delta U est égal à C fois delta θ. Alors si on rapproche ces deux formules, on obtient Q est égal à C delta θ. Alors delta θ, c'est la variation de température, donc ça sera la température finale moins la température initiale, et donc on va avoir Q est égal à C θ fab moins θ ambiant. Et donc on aura Q est égal à 4 fois 10 puissance 3, facteur de 43 moins 20, et ça vaut bien 9,2 fois 10 puissance 4 joules comme demandé dans la question. Ensuite, on va nous demander de calculer ce delta TA en supposant que 85% de l'énergie électrique qui va être fournie sera utilisée pour chauffer notre système. Et on vous demande de déduire ensuite que delta TB, ça vaut bien 7 heures et 50 minutes. Alors d'abord le flux thermique. Qu'est-ce que ça va être le flux thermique? Ça va être 85% de la puissance fournie par l'appareil. Donc on a phi est égal à 85% fois PA. Ensuite, on connaît aussi une relation entre le flux thermique et l'énergie. Donc l'énergie, c'est la puissance fois le temps, et donc on va avoir Q qui va être flux fois delta TA. Et donc on aura Q qui sera égal à 0,85 fois PA fois delta TA. Alors si on modifie cette formule pour obtenir delta TA, on aura delta TA qui est égal à Q sur 0,85 PA. Et en faisant l'application numérique, on aura delta TA est égal à 9,2 fois 10 puissance 4 divisé par 0,85 fois 150. Et on obtient delta TA est égal à 722 secondes, soit 12 minutes. Ensuite, maintenant, il va falloir trouver delta TB. Donc on sait que le chauffage total, il dure 8 heures. Donc delta T est égal à delta TA plus delta TB. Et donc delta TB, ça sera delta T moins delta TA. 8 heures moins 12 minutes, ça fait 7 heures 48 minutes, soit environ les 7 heures 50 minutes qui ont été demandées de vérifier. Alors ensuite, dans la dernière question, donc c'est assez original, assez sympathique, on va vous demander si c'est intéressant de fabriquer ces yaourts tout seul, à la maison. Donc on vous dit que certaines personnes fabriquent leurs yaourts eux-mêmes pour des raisons économiques. Donc on vous donne le prix d'un kilowattheure d'électricité 20 centimes, le prix d'un litre de lait 1,05 €, le prix des ferments 0,64 € et le prix d'un yaourt dans la grande distribution, on a 0,35 €.
Donc pour cela, il va falloir essayer de retrouver le prix d'un yaourt fait maison et le comparer au yaourt qui a été créé, qui a été acheté. Alors il y aura trois choses à calculer, donc le prix du lait, le prix des ferments et le prix de l'électricité. Alors tout d'abord le prix de l'électricité, donc on va devoir chauffer dans l'étape A et chauffer dans l'étape B. Et donc on va calculer le coût de l'étape A et le coût de l'étape B. Alors, l'énergie, pour calculer l'énergie, c'est des kilowattheures. Donc on va payer en kilowattheures, donc il va nous falloir des puissances en kilowatts et des temps en heures. Donc nous, ce qu'on nous dit, c'est que ΔTA, ça valait 12 minutes. Donc 12 divisé par 60, ça fait 0,2 heures. Et l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc on aura EA qui sera égal à PA fois ΔTA. Donc on met 150 fois 10-3 kW, hein, on le met bien en kilowatts, fois 0,2 heures, ce qui fait 3 fois 10-2 kWh. Ça, c'est pour l'étape de chauffage A. Pour l'étape B, du coup de maintien, on va avoir ΔTB, ça va être 8 heures moins les 0,2 heures de ΔTA, hein, donc ça fait 7,8 heures. Donc on a EB qui va être PB fois ΔTB, 20 fois 10-3 kW, fois 7,2 heures qui vaut 1,6 fois 10-1 kWh. Si on additionne tous les deux, E ça fait EA plus EB est égal à 0,19 kWh. Alors le prix d'un kilowattheure, c'est 20 centimes. Donc si je fais 0,19 fois 0,20, on a 0,038 euros, c'est-à-dire même pas 4 centimes. Maintenant pour le prix des ingrédients. On a 700 millilitres de lait, donc ça va faire 0,7 litres fois 1,05, ça fait 0,74 euros. Pour les ferments lactiques, il faut un sachet entier, et donc on a 0,64 euros. Donc le prix total pour cette pot, ça va être donc le prix de l'électricité 0,038 plus 0,74 plus 0,64, ce qui fait 1,42 euros. Et donc pour un prix total unitaire, on va diviser par 7, donc on aura le prix qui vaudra 1,42 divisé par 7, soit 20 centimes. 20 centimes qui est inférieur aux 35 centimes. Donc on va faire une économie de 15 centimes sur un pot. Alors est-ce que c'est intéressant? Une machine, ça vaut à peu près dans les 30 euros. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une famille où vous êtes 4 par exemple, et que vous mangez un yaourt par jour, ça vous fait une économie de 60 centimes par jour. Pour arriver à 30 euros, il faut 50 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, vous avez rentabilisé votre machine si vous le faites chez vous. Alors dans la deuxième partie, on va s'intéresser au refroidissement des yaourts dans le réfrigérateur. Nous avons notre yaourt qui est à 43 degrés, on va le refroidir jusqu'à la température du réfrigérateur. Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la loi de Newton, phi est égal à hs θ moins θ réfrigérateur. On vous dit que H c'est le coefficient de transfert thermique surfacique qui vaut 10 watts par mètre carré par Kelvin. On vous donne la surface du pot et on vous donne la masse du système. Température du réfrigérateur 4 degrés. Température initiale, alors on ne le met pas tout de suite dans le frigo puisqu'on attend un petit peu qu'il soit 30 degrés. Et ensuite, la capacité thermique massique du système, 2,5 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors dans un premier temps, on va nous demander de nommer 3 modes de transfert permettant le refroidissement du système. Alors, d'abord on a la conduction, hein, la conduction, de proche en proche, le corps le plus chaud va donner de l'énergie au corps le plus froid, et donc le yaourt va transférer de proche en proche avec, avec toutes les molécules qui sont dans l'air, hein, va donner de proche en proche son énergie. La convection, donc ça c'est lié au mouvement, hein, donc s'il y a des mouvements d'air dans le réfrigérateur, les mouvements du fluide vont participer aussi au transfert thermique. Alors il y a aussi le rayonnement. Donc tout corps chaud va émettre un rayonnement. Alors là, comme on est sur de l'ordre de la dizaine de degrés, ça sera un rayonnement infrarouge. Alors pour la suite du calcul, on négligera ce rayonnement infrarouge, ce qui n'est pas forcément judicieux, hein, mais là on est obligé, sinon les calculs sont trop compliqués, et on en parlera dans la dernière partie. Donc on vous demande de calculer le flux thermique initial, phi 0, cédé par le système, à l'instant t égale 0, et indiquer en justifiant comment va varier ce flux au cours du temps. Alors, si on reprend la formule de la loi Newton, donc on va avoir du coup phi 0,
qui sera égal donc à HS, et donc du coup, au lieu d'avoir θ, on aura donc θ0 moins θ-réfri. Alors θ-réfri, ça ne changera pas, puisque c'est ce qu'on appelle un thermostat. Un thermostat, c'est la température donc du réfrigérateur qui sera stable pendant toute la durée, peu importe les transferts thermiques, hein. Donc celui-ci, il va être constant. Et donc si je fais l'application numérique, on aura phi0 est égal à 10 fois 0,019 fois 30 moins 4 qui vaut 4,9 watts. Alors pour les unités, attention, hein, c'est une puissance, hein, un flux est une puissance, donc c'est des watts. Donc maintenant, on va essayer de voir comment va évoluer phi au cours du refroidissement. Donc on a θ qui sera toujours plus petite que θ0. Pourquoi? Parce que bah, c'est un refroidissement. Donc si je soustrais la température du réfrigérateur, je vais avoir θ moins θ-réfri qui sera plus petit que θ0 moins θ-réfri. Et si je multiplie par HS qui est positif, hein, donc je vais avoir HS fois θ moins θ-réfri qui sera plus petit que HS fois θ0 moins θ-réfri. Et ça, on reconnaît, hein, on a donc du coup phi qui sera plus petit que phi0. Donc forcément, le flux va diminuer. D'accord? Puisque ça, c'est logique, hein, puisque le flux est proportionnel à l'écart de température entre le système et le thermostat, et donc à partir du moment où on se rapproche de la température du thermostat, c'est logique que le flux diminue. Alors maintenant, il va falloir trouver la température du système après un temps très long et montrer que l'énergie thermique perdue est de 12 kilojoules. Alors, la température, alors lors de refroidissement, c'est assez facile, la température finale, c'est toujours celle du thermostat. Donc pour θ infini, ça sera θ réfri, donc 4 degrés. Alors maintenant, si on veut retrouver les 12 kilojoules, on va repartir sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la variation de l'énergie interne. Donc delta U, comme tout à l'heure, ça vaut W plus Q. On a toujours W qui va être nul, donc on aura toujours delta U égale Q. Et on va avoir delta U qui va être égal à MC delta T. Alors attention, cette fois-ci, c'est pas directement C fois delta T. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, c'est la capacité thermique massique, c'est-à-dire pour 1 kilogramme. Donc il va falloir multiplier par la masse. Donc on fait attention entre petit c et c majuscule, hein. C minuscule, il faut multiplier par la masse. C majuscule, il n'y a pas besoin. Donc là, il fallait faire attention à ça par rapport à la question d'avant. Donc ici, on va avoir donc, en rapprochant les deux formules, Q est égal à MC θ-réfri moins θ0, puisqu'on on veut le refroidissement total. Donc il faut partir de la température initiale. Et si je remplace, et si je fais l'application numérique, je vais retrouver 0,19 fois 2,5 fois 10 puissance 3 fois 4 moins 30. Et on va retrouver une valeur négative, hein. On va trouver Q est égal à moins 1,2 fois 10 puissance 4 joules. Alors nous, on nous demande, on nous dit de montrer que la valeur perdue, d'accord? Donc une valeur perdue, c'est normal que Q soit négatif. Donc un Q négatif qui vaut 12 kilojoules, c'est bien une énergie perdue de 12 kilojoules. Ensuite, on va vous demander de calculer la durée delta T0 qui serait nécessaire si on avait finalement un flux constant et qui est égal à phi0. Alors c'est pas vrai, hein, puisque phi, on a dit que ça diminuait. Donc, on a toujours notre relation flux-énergie, Q est égal à phi0 fois delta T0, et donc delta T0, ça vaut Q sur phi0. 12 fois 10 puissance 3 divisé par 4,9, c'est la valeur en watts qu'on avait trouvée tout à l'heure, et on trouve 2,4 fois 10 puissance 3 secondes, qui vaut 41 minutes. Alors 41 minutes, c'est très faible, hein, pour un refroidissement. D'ailleurs, dans la recette, il disait qu'il fallait 2 heures au réfrigérateur. Alors cette fois-ci, on va voir la variation de température au cours du temps et on va montrer que l'évolution du système, alors là, on ne va pas travailler sur la formule, on va tout donner directement. Dans certains exercices, on va travailler sur la formule, pas là. Donc on vous dit que θ de t, ça vaut θ0 moins θ-réfri fois exponentielle de moins t sur taux plus θ-réfri. Et on vous dit que taux, ça vaut mc sur hs. Alors on va vous demander de tracer l'évolution de la température en fonction du temps. En indiquant les températures initiales et finales, faire apparaître une méthode graphique de détermination de taux. Alors, quand on regarde cette formule, alors c'est une exponentielle décroissante. C'est une exponentielle décroissante, on a un exponentiel de moins t sur taux. On connaît la température initiale qui va être 30 degrés, on connaît la température finale qui va être 4 degrés.
Et donc il va falloir tracer une exponentielle décroissante qui va de 30 jusqu'à 4. Voilà, donc on a à peu près ce genre de forme-là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de tracer l'asymptote avant à t est égal à 4 degrés. Comme ça, on voit vers quoi on va tendre, hein. On va tendre vers une droite qui va être horizontale à θ égale 4 degrés, en partant de θ0 égale 30. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous dit, est-ce qu'on peut prévoir graphiquement taux? Alors pour cela, il y a deux méthodes que je vais vous expliquer. Il y a une méthode qui est plus simple que l'autre, mais il y a une méthode qui est plus précise que l'autre aussi. Donc la méthode, avec les droites. Donc on vient de tracer déjà l'asymptote, pour, les temps qui sont très grands. Donc on a l'asymptote horizontale, θ est égal à 4 degrés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir plutôt en plus, pardon, tracer la tangente à l'origine. Donc la tangente à l'origine, donc on essaie de faire une droite tangente à la courbe, c'est assez compliqué de trouver quelque chose de bien, hein. Et le point d'intersection avec cette droite, entre cette droite et l'asymptote, ça va nous donner un point, et ce point, on va repérer son abscisse, qui sera tau. Voilà, donc tau, c'est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote pour les grands temps et la tangente à l'origine. Voilà, on retrouve tau de cette façon. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, on a une deuxième méthode, mais qui demande un calcul préalable, qui est plus précise que la première, je trouve, mais ça demande des calculs avant. Alors nous, on va prendre un cas particulier quand t égale tau. Quand t égale tau, l'exponentielle de moins t sur tau, ça vaut exponentielle de moins 1. Et exponentielle de moins 1, si je tape à la calculatrice, ça vaut 0,37. Si je remplace dans ma formule, je vais avoir que θ de tau, ça vaut θ0 moins θ réfri fois 0,37 plus θ réfri. Et si je remplace, et si je fais le calcul, je vais trouver que θ de tau, ça vaut 30 moins 4 fois 0,37 plus 4. Et ça vaut 13,6 degrés Celsius. Et donc là, je vais tracer la droite horizontale, θ est égal à 13,6 degrés Celsius, et elle va couper la courbe à un point, et ce point-là, ben, son abscisse, c'est tau. Et d'ailleurs, si on regarde les deux méthodes, on va retrouver le même taux, hein. Donc ça, c'est une droite qui a été tracée à l'ordinateur, donc évidemment, on tombe exactement dessus. Si vous devez le faire à main levée, de toute façon, vous avez qu'une des deux méthodes à choisir, hein. Donc, peu importe laquelle méthode vous avez utilisée parmi les deux, c'est un ça sera valable. À partir du moment où on a une exponentielle décroissante et qu'on a une tangente à l'origine à peu près correcte, hein. Voilà. Une dernière remarque, pour 5 taux, normalement, si tout se passe bien, pour 5 taux, c'est le moment où on atteint la fin du refroidissement, en tout cas, où il y a quasiment plus d'évolution. Donc là, on voit bien que dans notre courbe, si on fait taux, fois 5, on a bien, la température du système qui à peu près est égale à la température du thermostat. Et enfin, on doit comparer la valeur de taux à celle de delta T0 obtenue dans la question 7 et de faire un commentaire. Donc on nous donne la formule de taux, MC sur HS. Donc si je fais l'application numérique, donc M c'était 0,19 fois 2,5 fois 10 puissance 3 sur 10 fois 0,019. Et bien là, tiens, on n'avait même pas besoin de la calculatrice, puisque si je fais 0,019 fois 10, on a 0,19 qui simplifie. Et donc on a directement 2,5 fois 10 puissance 3 secondes, ce qui vaut 42 minutes. Et tiens, les 42 minutes, tout à l'heure, on avait trouvé taux qui valait 41 minutes, delta T0 qui valait 41 minutes. Donc on a taux qui va à peu près delta T0. Alors là, on pourrait se dire, bravo, bravo, parfait, ça marche. Alors ah non, attention, attention. Delta T0, c'est un temps de refroidissement. Et si je veux un temps de refroidissement, il faut faire 5 taux. Donc en fait, le 5 taux, c'est 3,3 heures, hein, 3,5 heures. Donc 3h30 et donc 42 minutes. Donc en réalité, le refroidissement est 5 fois plus lent que l'hypothèse où phi restait constante à phi 0. Donc c'est 5 fois plus lent. Alors, par contre, si je regarde dans ma recette, il y a marqué laisser refroidir les pots pendant 2 heures et non pas 3,5 heures. Alors pourquoi? Il y a aussi, alors déjà parce que c'est une recette de cuisine, donc c'est pas de la physique parfaite, hein. Et en plus, dans notre modèle, hein, faut pas oublier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a négligé le rayonnement et attention, hein, toute perte d'énergie doit compter. Et donc il y a aussi un refroidissement qui va être accéléré par le flux par rayonnement.